Ouvre la porte, c'est chez ton frère, a hurlé maman. Ils sont venus avec des papiers de prêt. Je l'ai ouverte, avec en main 8 ans de paiement et un appareil photo qui a tout enregistré. Le bip numérique tranche mes rêves comme un rasoir. Bip, 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 accès refusé. Mes yeux s'ouvrent brusquement. Les chiffres rouges de mon réveil affichent 8h15, un samedi matin à Austin, et le soleil traverse mes stores en zébrure poussiéreuse. Bip, 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 accès refusé. Le son retentit de nouveau, électronique et strident. Mon cœur bascule de la confusion somnolente à la panique la plus totale, en l'espace d'une seule respiration. Quelqu'un est à ma porte. Quelqu'un qui a le mauvais code. C'est quoi ce bordel? Elle a changé le code. La voix est celle de Bryce, mon petit frère. Ces mots transpercent la porte de l'appartement, vibrant d'indignation. Je m'assois, les draps s'en mêlant autour de mes jambes. La nuit dernière, j'ai supprimé leur code d'accès de ma serrure connectée. Après 8 ans à les voir entrer comme bon leur semblait, je l'ai enfin fait. Un petit acte de rébellion. Les coups commencent. Pas de simple toc, mais le poids de tout un corps qui s'écrase contre le bois. Le cadre de la porte tremble. Emery, ouvre cette porte. C'est la maison de ton frère. La voix de ma mère, aiguë et autoritaire. Ouvre, Emery, ou je la défonce. Encore Bryce, la voix rauque parlait fort. Mes mains tremblent alors que j'attrape mon téléphone sur la table de chevet. Sans réfléchir, j'appuie sur le bouton d'enregistrement de la caméra. Une preuve, une protection. Quelque chose de froid et de certain s'installe dans mon estomac, alors que je glisse hors du lit. Le parquet est solide sous mes pieds nus tandis que je me dirige vers la porte. Mon cœur tambourine dans ma poitrine, mais je force ma respiration à ralentir. 1, 2, 3. Je fais glisser la chaîne avant de déverrouiller le pen dormant. J'entrouvre la porte juste assez pour montrer mon visage, tenant mon téléphone en évidence pour qu'il voie que j'enregistre. Bryce, en plein élan, recule d'un bond, son épaule encore positionnée pour un autre coup. Derrière lui se tient Patricia, ma mère, impeccable à cette heure indue, en pantalon pressé et chemisier couleur beurre. Elle serre un épais dossier en carton dans ses mains manucurées. Mon père, près de l'ascenseur, regarde partout sauf dans ma direction. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ma voix n'est qu'un murmure. Patricia ricane, époussetant un fil imaginaire de sa manche. « Arrête ces bêtises. Nous sommes ici pour préparer la maison. Bryce a besoin que tu signes ses papiers. » Elle brandit le dossier comme une arme. Je les regarde tous les trois, et soudain, je suis de retour au dîner de la veille, la célébration de l'anniversaire de mon père chez Carmela S., son restaurant de steak préféré. La scène se rejoue dans ma tête avec une clarté cristalline. Patricia avait levé son verre de vin, la lumière du lustre s'y reflétant en un subtil scintillement, et à Bryce, qui obtient enfin l'actif qu'il mérite pour lancer son entreprise. Le silence s'était fait à table. J'avais levé les yeux de mon filet à peine touché. Quel actif? Ma mère avait ri, d'un rire froid et tintant comme du verre brisé. L'appartement, idiote. Tu ne fais qu'y squatter. Il a toujours été pour Bryce. Tout le monde a ri. Mon oncle Ted, ma cousine Mallory, même mon père, dont nous fêtions l'anniversaire. Ils ont tous ri pendant que j'étais assise là, le sang se retirant de mon visage, la fourchette suspendue en l'air. L'appartement que j'avais acheté il y a 8 ans, celui dont chaque mensualité de prêt venait de mon compte en banque. L'appartement qui devait être temporaire, le temps que j'économise assez pour New York, pour le master que j'avais abandonné quand papa a perdu son travail. Maintenant, ils sont à ma porte, s'attendant à ce que je leur cède ma maison. Non. Le mot s'échappe de mes lèvres, petit mais ferme. Le visage de Bryce se crispe. Comment ça, non? Quelque chose change en moi. Le tremblement de mes mains cesse. L'étau dans ma poitrine se desserre juste assez pour me laisser respirer. Je redresse le dos et croise son regard. Je veux dire, non, vous ne pouvez pas entrer, et ce n'est pas la maison de Bryce. Je referme la porte et me retourne. Mon bureau est à 3 mètres, le tiroir du bas légèrement entrouvert, suite à ma recherche effrénée de la nuit dernière. J'attrape la pile de papier que j'avais sortie après le dîner, après avoir compris ce qu'il préparait. Quand je fais de nouveau face à la porte, je les tiens en évidence. L'acte de propriété, les relevés de prêt, 8 ans de paiement depuis mon compte,
tous portant un seul nom, Emory Nash. Ceci, dis-je, la voix tremblante mais claire, est ma maison. Le choc sur leur visage serait comique, s'il n'était pas si terrible. Les lèvres parfaitement dessinées de ma mère s'entr'ouvrent d'indignation. Le visage de Bryce devient cramoisi. Mon père me regarde enfin, son expression indéchiffrable. Pendant un instant suspendu, nous restons tous figés, comme sur un tableau. Puis, je claque la porte. Le pen dormant se met en place avec un clic satisfaisant, suivi du bip de la serrure électronique, annonçant que je suis en sécurité. De l'autre côté, les cris commencent. La voix de ma mère atteint une tonalité que je ne lui avais jamais entendue. Bryce frappe à la porte, chaque impact secouant le cadre. Les tons plus graves de mon père grondent entre eux, essayant de les calmer. Je m'appuie contre la porte, le téléphone toujours en train d'enregistrer, et je me laisse glisser au sol. Mes jambes ne me tiennent plus. Les papiers s'éparpillent autour de moi comme des feuilles mortes. Dehors, ma famille continue son assaut, mais ici, dans ma maison, je tiens enfin bon. Je me laisse glisser par terre, le dos pressé contre la porte, les jambes étrangement étendues sur le parquet. Les cris continuent dehors, la voix de ma mère atteignant cette hauteur particulière qu'elle réserve pour les moments où elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Mon téléphone enregistre toujours, capturant le chaos assourdi, mais mes doigts sont devenus insensibles. Je ne les sens plus. Le premier sanglot me prend par surprise. Il jaillit du plus profond de mon estomac, griffant ma gorge avec une telle force que tout mon corps sursaute. Puis un autre suit, et encore un autre. Bientôt, je suffoque, luttant pour aspirer de l'air dans des poumons qui me semblent trop petits, trop serrés. Avez-vous déjà vécu ce moment? Celui où une personne en qui vous aviez confiance depuis votre naissance, une personne dont la voix vous a appris les mots, dont les mains ont guidé vos premiers pas, vous révèle qu'elle a comploté contre vous depuis le début? Je me recroqueville, le front contre mes genoux, et je laisse 8 années de sacrifice s'échapper de moi. 8 années de mensualité de prêt, 8 années passées à Austin au lieu de poursuivre mon master à New York, 8 années à croire que je n'étais pas encore assez bien, que je devais économiser plus, me préparer plus, être plus. Tout ça, pendant qu'il prévoyait de me prendre la seule chose que j'avais réussi à construire. 1 heure passe avant que le couloir ne redevienne silencieux. J'ai des crampes dans les jambes en me relevant, essuyant le mascara strié de larmes sur mes joues. Du café. Il me faut du café. L'acte banal de mesurer le café moulu et de verser de l'eau donne à mes mains quelque chose à faire, autre que trembler. Mon téléphone vibre sur le comptoir. Une notification de mail. First National Bank. Objet, concernant votre demande de HELOC. Confirmation d'expertise. La tasse glisse de ma main, heurtant le comptoir mais, par miracle, ne se brisant pas. Je saisis mon téléphone, parcourant le message avec une horreur croissante. Chère mademoiselle Nash, cet email a pour but de confirmer votre rendez-vous avec notre expert, Monsieur Fields, lundi prochain à 10h. HELOC. Ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Un prêt adossé à ma maison. Un prêt que je n'ai jamais demandé. Mon estomac se noue. Avec des doigts malhabiles, je navigue vers mon application de surveillance de crédit, celle que j'avais souscrite après l'université, quand mes prêts étudiants ont commencé. Je fais défiler l'activité récente, le cœur battant dans mes oreilles. La voilà. Une demande de renseignement de la First National Bank. Datée d'1 semaine. La machine à café BIPE, mais je ne bouge pas. Mon esprit s'emballe, assemblant les pièces du puzzle avec une clarté écœurante. Ils n'avaient pas seulement prétendu au dîner que mon appartement était pour Bryce. Ils avaient déjà agi. Ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, mes informations personnelles. Le dossier que Patricia serrait, ce n'était pas une demande. C'étaient les derniers documents qu'ils avaient besoin que je signe. Je me cramponne au comptoir, soudain prise de vertige. Ma mère. La seule personne qui pouvait connaître mon numéro de sécurité sociale, depuis l'époque où elle m'avait aidé à remplir les formulaires d'aide financière pour l'université. Patricia, qui avait encore des copies de mon acte de naissance, au cas où. Le cerveau derrière tout ce complot. Et Bryce, celui qui allait en profiter. Celui qui était prêt à utiliser son épaule pour défoncer ma porte ce matin. Mes larmes sèchent. Le tremblement de mes mains s'arrête. Le poids écrasant dans ma poitrine se transforme en quelque chose de froid, de dur et de certain. Ce n'était pas juste un conflit familial pour une propriété.
C'était une usurpation d'identité. 1, 2, 3, c'était une fraude. C'était un crime. Mon téléphone sonne, un SMS. Ethan, mon voisin du dessus. Nous ne sommes pas proches, juste un signe de tête occasionnel dans l'ascenseur ou une conversation anodine près des boîtes aux lettres. Hey, j'ai entendu le raffut. Ça avait l'air terrible. Juste pour te dire que je suis là si tu as besoin d'un témoin ou quoi que ce soit. Je regarde son message, étrangement touché par ce petit acte de décence humaine normale. Quelle tristesse qu'il se détache si nettement du comportement de ma famille. Merci, Ethan. J'en aurais peut-être besoin. Virgule. Je pose le téléphone et ouvre mon ordinateur portable. Le site de la banque se charge, et je clique sur le lien pour signaler une fraude. Le numéro du service client apparaît à l'écran, et je le compose sur mon téléphone avec des doigts assurés. Service des fraudes, Karen à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Mon nom est Emery Nash. Ma voix me semble étrange. Plate, mécanique, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je viens d'être informé d'une demande de HELOC que je n'ai pas faite. Vous avez une expertise de prévue pour lundi. Je signale cela comme une usurpation d'identité. Annulez la demande. Annulez l'expertise. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, mademoiselle Nash. Pouvez-vous vérifier les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale? Je récite les chiffres, puis ma date de naissance et mon adresse quand on me le demande. La femme me pose des questions de sécurité. Nom de jeune fille de ma mère, premier animal de compagnie, école primaire. Les informations même que Patricia avait utilisées contre moi. Je vois la demande ici, mademoiselle Nash. Vous dites que vous n'avez pas autorisé cela? Absolument pas, et vous pensez savoir qui a pu faire la demande en utilisant vos informations? J'hésite une fraction de seconde. Oui. Puis-je vous demander qui? Ma mère, Patricia Nash. Les mots flottent dans l'air entre nous. Je l'ai fait. J'ai dénoncé ma propre mère à une banque fédérale pour usurpation d'identité. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je comprends, mademoiselle Nash. Cela doit être très difficile. La voix de Karen s'adoucit. J'ai signalé cette demande comme frauduleuse. L'expertise sera annulée immédiatement. Souhaitez-vous que je place également un gel sur votre dossier de crédit? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous déposer une plainte à la police? Nous le recommandons dans les cas d'usurpation d'identité, même lorsque la famille est impliquée. Ma poitrine se serre. Une plainte à la police rendrait tout ça réel, d'une manière que je ne suis pas prête à affronter. Pas encore. J'y réfléchirai. Je comprends. Sachez simplement que la demande a été stoppée. Personne n'accédera à la valeur nette de votre maison sans votre consentement. Je la remercie et raccroche, m'affaissant sur l'un des tabourets de bar de mon comptoir de cuisine. La lumière du soleil traverse mes stores, créant de longues rayures sur le sol, exactement comme ce matin, quand les coups à ma porte ont commencé. Était-ce seulement il y a quelques heures? J'ai l'impression que des années ont passé. Ma maison reste la mienne. Ma famille a été arrêtée, pour l'instant. Mais en regardant mon téléphone, je sais avec une certitude absolue, que ce n'est que le début. La banque appelle le samedi après-midi. Mademoiselle Nash, ici Amanda Heller du service des fraudes de la First National. Nous avons traité votre signalement et gelé la demande de HELOC immédiatement. Je la remercie, la voix vide. Le poids de ce que j'ai fait, dénoncer ma propre mère pour usurpation d'identité, s'installe dans ma poitrine comme du béton. Nous sommes tenus d'en informer le demandeur, continue-t-elle. Le numéro de contact fourni était celui de Patricia Nash. Est-ce correct? Mon estomac se noue. Oui, c'est ma mère. Une pause. Je comprends. Vu la situation, souhaitez-vous que nous notions une préoccupation de harcèlement potentiel dans votre dossier? Je n'y avais pas pensé. Oui, je murmure. S'il vous plaît. Après avoir raccroché, je reste assise, immobile, à mon comptoir de cuisine, attendant l'explosion. Mon téléphone reste heureusement silencieux tout l'après-midi. Le soir venu, je me suis convaincu qu'ils ont enfin accepté leur défaite. J'ai tort. Le dimanche se lève avec des coups à ma porte, si violents qu'ils font trembler les cadres photos sur le mur de mon couloir. Le son me tire du sommeil, l'adrénaline inondant mon système.
Emery. La voix de Patricia transperce le bois. Pas le ton contrôlé et suave qu'elle utilise en public, mais quelque chose de tranchant et de désespéré. Emery, ouvre cette porte tout de suite. J'enfile ma robe de chambre et m'approche avec prudence, gardant la chaîne en place tandis que j'entr'ouvre la porte. Patricia est seule, ses cheveux blonds parfaits malgré leur matinale. Elle serre un portefeuille en cuir contre sa poitrine, les jointures blanches. L'expert vient demain matin, dit-elle, les mots se bousculant. Bryce a besoin que tu signes ses papiers tout de suite. Son mensonge tombe entre nous. Elle ne sait pas que j'ai déjà annulé l'expertise. Il n'y a pas d'expertise, maman. Ma voix sort plus calme que je ne l'aurais cru. Je l'ai annulée quand j'ai signalé votre fraude. La couleur quitte son visage. Pendant 3 battements de cœur, le couloir devient assez silencieux pour entendre le bourdonnement de l'ascenseur. Puis ses traits se tordent. Tu as fait quoi? Le cri jaillit de sa gorge. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Tu as tout détruit. Un couple de personnes âgées se dirigeant vers l'ascenseur accélère le pas, échangeant des regards gênés. Madame Delgado peut vous entendre, dis-je doucement, en désignant la porte de ma voisine. Je me fiche de qui m'entend. Patricia plaque la paume de sa main contre le cadre de la porte. C'est incroyable. Tu es une femme, Emery. Tu finiras par te marier et partir. Arrête d'être égoïste et de t'accrocher à quelque chose dont ton frère a besoin pour bâtir sa carrière. Les mots devraient faire mal. Ils ont toujours fait mal. Mais quelque chose a changé en moi, comme un verrou qui s'enclenche enfin. Tu m'as appris que la famille ne compte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose de toi, je lui dis à travers la fente de la porte. Leçon apprise, maman. Merci. Je ferme la porte alors qu'elle se lance dans une autre tirade. Sa voix me suit jusqu'à la cuisine, mais elle semble lointaine maintenant, comme un bruit de fond venant de l'appartement de quelqu'un d'autre. Mon téléphone vibre avec une notification 1 heure plus tard. Bryce a publié sur Facebook, trahi par ma propre chair et mon propre sang. Certaines personnes préfèrent voir leur famille échouer plutôt que de faire ce qui est juste. 6 j'aime. 3 commentaires de sympathie. Je prends une capture d'écran, l'enregistrant dans un dossier que j'ai créé et nommé « Preuve ». Le lundi matin arrive avec une nouvelle attaque. Mon téléphone sonne avec une alerte d'avis Google Business. Un certain, G. Thompson, a laissé un avis d'1 étoile à mon entreprise de design d'intérieur. Designer peu fiable. Trompeuse. Mentalement instable. 5 minutes plus tard, un autre apparaît sur Yelp sous un nom différent, mais avec un libellé identique. Je reconnais immédiatement les phrases préférées de Patricia. Ma main ne tremble pas lorsque je prends des captures d'écran des deux. Au lieu de la panique, une clarté froide remplit ma poitrine. Ils intensifient leurs attaques, passant de la manipulation émotionnelle à l'attaque de mes moyens de subsistance. Le téléphone sonne. C'est tante Marlène, la sœur de mon père. La seule personne qui ait jamais tenu tête à Patricia lors des réunions de famille. Emery, je viens de voir la publication de Bryce sur Facebook. Que se passe-t-il, bon sang? Je lui explique tout. Le dîner, la porte verrouillée, la demande de prêt frauduleuse. Ma voix reste stable jusqu'à ce que je mentionne les faux avis visant mon entreprise. Ces vautours absolus, siffle Marlène. Chérie, ce n'est plus une querelle de famille. C'est criminel. Je sais, dis-je. Tante Marlène, je t'envoie un email tout de suite. Je veux juste que quelqu'un d'autre ait des copies de tout. Envoie tout, dit-elle fermement. Absolument tout. Ta mère a toujours été. Eh bien, je ne le dirai pas, mais utiliser ton numéro de sécurité sociale? Ce n'est pas un problème de famille, Emery. C'est un crime fédéral. Après avoir raccroché, je compile les preuves, les relevés de prêt, la notification de la banque, les captures d'écran des avis, la vidéo du samedi matin, et j'envoie tout à Marlène. L'action me donne l'impression de construire une forteresse autour de moi. Brique par brique numérique. Mon téléphone vibre, un SMS d'Ethan. Mon voisin du dessus. Ta mère est revenue ce matin. Juste pour info, ma caméra de sécurité a enregistré l'audio du couloir. Je réponds par SMS. Peux-tu sauvegarder cette séquence? Sa réponse est instantanée. Déjà fait. Un autre allié.
Une autre brique dans le mur entre moi et les gens qui m'ont élevé. La semaine s'écoule lentement. Je perds un petit client, les Henderson, qui avaient besoin d'aide pour leur chambre d'amis. Nous avons entendu dire que vous aviez peut-être des problèmes personnels, dit Madame Henderson maladroitement au téléphone. Nous pensons qu'il vaut mieux chercher ailleurs. Les avis à une étoile fonctionnent. Pour la première fois depuis samedi, le désespoir menace de submerger ma nouvelle détermination. Je m'assois sur le sol de mon salon, entouré d'échantillons de tissu pour un projet qui pourrait ne jamais voir le jour, et je m'accorde 5 minutes pour pleurer. Quand les larmes cessent, mon téléphone vibre avec un SMS. C'est de mon père, le premier contact depuis samedi matin, quand il se tenait silencieusement près de l'ascenseur, regardant Patricia et Bryce attaquer ma porte. Réunion de famille. Chez moi. Ce soir. Présence obligatoire. Je fixe le message, notant son choix de mots. Pas « notre maison », mais « ma maison ». Pas « nous devons parler », mais « présence obligatoire », comme si j'étais convoqué dans le bureau du directeur. Le Douglas Nash avec qui j'ai grandi n'aurait jamais formulé un message de cette façon. Cela porte la marque de Patricia. Je ne réponds pas. Au lieu de ça, je prends mes clés et je me dirige vers le magasin de fournitures de bureau. S'ils veulent une réunion, je leur en donnerai une, mais à mes conditions, avec mes preuves et ma voix. Ils pensent me connaître, la discrète Emery, celle qui a abandonné ses rêves, qui ne se défend jamais, qui fait toujours passer la famille en premier. Ils n'ont aucune idée de qui je suis devenu depuis que j'ai changé le code de la porte. En conduisant, je répète ce que je vais dire, ce que je vais leur montrer, comment je vais tenir bon. Ce soir, il ne s'agit pas de négocier. Il s'agit de tracer une ligne qui ne pourra plus jamais être franchie. Pour la première fois de ma vie, je suis prête pour le combat qu'ils ont commencé. L'enseigne de l'office dépôt clignote au-dessus de moi, me baignant d'une lumière fluorescente crue alors que je me tiens devant le comptoir d'impression. L'employé fait glisser 3 classeurs noirs sur la surface stratifiée. Vous les voulez avec une reliure à spirale ou à 3 anneaux, demande-t-il. À 3 anneaux, je réponds, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je dois pouvoir ajouter des pages si nécessaire. La vérité, c'est que j'espère ne pas en avoir besoin. Les preuves que j'ai rassemblées devraient suffire. 8 ans de relevé de prêt, l'acte de propriété avec ma seule signature, l'email frauduleux de la Helloc, mon rapport de crédit montrant la demande de renseignements que je n'ai jamais autorisée, des captures d'écran de la diatribe de Bryce sur Facebook et des avis à une étoile détruisant la réputation de mon entreprise. Le tout méticuleusement organisé, comme j'organise chaque projet client. Alors que je conduis vers la maison de mes parents, les classeurs reposent sur mon siège passager comme des témoins silencieux. Chacun pèse exactement 1 kg et 150 grammes. Je le sais parce que je les ai pesés sur la balance postale de l'office dépôt. 1 kg et 150 grammes de vérité. Le soleil d'automne descend bas sur l'horizon alors que je me gare devant la maison coloniale en briques où j'ai grandi. La maison semble plus petite, moins imposante que dans mon enfance. Mes mains agrippent le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je force mes doigts à se desserrer. Tu n'es pas la même personne qui est restée silencieuse à cette table de dîner, me dis-je à voix basse. Plus maintenant. Je rassemble les classeurs et remonte le chemin familier en béton fissuré jusqu'à la porte d'entrée. À l'intérieur, je peux les voir à travers la fenêtre, Patricia, Douglas et Bryce, assis autour de la table de la salle à manger comme un tribunal attendant un accusé. La table en chêne brille sous la lumière du lustre, polie à la perfection. Ma mère polit toujours les meubles avant les embuscades. Je ne frappe pas, j'ai encore une clé. 8 ans que je l'ai, et aujourd'hui pourrait être la dernière fois que je l'utilise. Il lève les yeux à l'unisson lorsque j'entre. Mon père est assis au bout de la table, ses lunettes de lecture sur le nez, les mains jointes devant lui comme un juge. Patricia est assise à sa droite, sa posture parfaite, son cardigan jaune beurre boutonné jusqu'au cou malgré la soirée chaude. Bryce est avachi à la gauche de papa, ses yeux passant de son téléphone à mon visage. Tu es en retard, dit Patricia. Je regarde ma montre. Je suis en fait 3 minutes en avance. Nous nous attendions à ce que tu arrives au moins 10 minutes en avance, renifle-t-elle. C'est ainsi que se comporte une fille respectueuse. Je ne dis rien, me contentant de fermer la porte d'entrée derrière moi. Douglas se racle la gorge et enlève ses lunettes. Emery, ça a été trop loin, dit-il, sa voix chargée d'autorité paternelle. Tu mets cette famille dans l'embarras. Tu as annulé le prêt.
Tu as contrarié ta mère. Nous sommes ici pour arranger ça. Il tapote une pile de papiers à côté de lui. Tu vas signer ces papiers et nous oublierons toute cette histoire. L'ancienne Emery se serait effondrée sous ce ton, ce regard. L'ancienne Emery aurait signé n'importe quoi pour dissiper la tension, pour restaurer ce qui passait pour la paix dans ce foyer. Mais l'ancienne Emery est morte en entendant son frère essayer de défoncer sa porte. Je m'avance vers la table, mais pas mesuré, sans hâte, sans excuse. Je place un classeur devant chacun d'eux, noir, professionnel, identique à l'exception des noms imprimés sur les tranches. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande Douglas, l'agacement perçant dans sa voix. C'est ma réponse, dis-je. Patricia ouvre le sien en premier, ses doigts manucurés écartant largement la couverture. Ses yeux tombent sur l'email de la HELOC que j'avais placé sur la première page, l'entête de la banque, net et accablant, en haut. Son visage devient rouge, puis d'un blanc crayeux. Elle referme le classeur d'un coup sec. Tu n'oserais pas, siffle-t-elle, la voix basse et dangereuse. Bryce ouvre le sien plus prudemment, comme s'il craignait qu'il n'explose. Il se tourne vers la section marquée de son nom et y trouve des impressions de sa propre publication Facebook sur la trahison familiale, suivi des avis anonymes à une étoile qui sont apparus sur les pages de mon entreprise quelques heures après. Des avis qui utilisent ses expressions favorites, mentalement instables, et, trompeuses, dans l'ordre exact où il a tendance à les prononcer. Il pâlit, sa pomme d'Adam se soulevant alors qu'il déglutit. Seul Douglas lit vraiment. Il commence par l'acte de propriété, ses lunettes de lecture glissant de nouveau sur son nez. Son doigt trace les signatures, la mienne seule, pas la sienne, ni celle de Patricia. Il passe aux 8 années de relevé de prêt. Chacun porte la même mention manuscrite, paiement fonds pour l'avenir. Ses sourcils se froncent lorsqu'il arrive à la page du rapport de crédit montrant la demande de renseignement de la First National Bank, datée d'exactement une semaine avant le dîner d'anniversaire de mon père. Qu'est-ce que c'est, murmure-t-il, plus pour lui-même que pour moi. C'est la preuve d'une usurpation d'identité, dis-je, ma voix calme malgré le tonnerre de mon cœur. Quelqu'un a utilisé mon numéro de sécurité sociale pour demander une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur ma propriété, sans ma connaissance ni mon consentement. Douglas lève brusquement les yeux. Mais qui ferait ça? Il s'interrompt, son regard glissant vers Patricia, la compréhension se dessinant sur son visage comme un lever de soleil. Mais il n'y a rien de chaleureux là-dedans. Juste une lumière froide et claire, révélant des choses qu'il n'avait pas voulu voir. Patricia, murmure-t-il, regardant ma mère avec une horreur nouvelle. Tu as utilisé son numéro de sécurité sociale? La pièce devient silencieuse. Une voiture passe dehors, ses phares balayant le mur du salon comme un projecteur. Ma mère ne s'excuse pas. Elle n'explique pas. Au lieu de cela, elle fond en larmes, pas des larmes douces et pleines de remords, mais des sanglots aigus et colériques qui jaillissent de sa gorge comme des accusations. C'est ton fils, hurle-t-elle en désignant Bryce. Nous allons tout perdre. Les mots résonnent dans le silence qui suit. Mon père la fixe, la bouche légèrement ouverte. Bryce ne peut regarder personne dans les yeux. Il se tasse encore plus sur sa chaise, soudain fasciné par le grain de la table en chêne. Le front uni qu'il présentait à mon arrivée s'est brisé. Je regarde les épaules de mon père s'affaisser, le poids de la prise de conscience écrasant la colère juste qu'il avait préparée. Ce n'est pas vrai, dis-je, en regardant directement mon père. Vous n'allez rien perdre, parce que vous n'y avez jamais mis un seul dollar. C'est moi qui ai perdu. J'ai perdu mes 20 000 $ de fonds pour New York. J'ai perdu ma place dans le programme de master. J'ai perdu 8 ans de ma vie à croire que je n'étais pas assez bien, tout ça pendant que je payais vos factures. Douglas tressaille. La vérité le frappe comme un coup physique. Je ne suis pas ici pour négocier, je continue. Je suis ici pour vous informer. Bryce s'agite sur son siège, la bouche ouverte pour m'interrompre. Je le réduis au silence d'un regard. Je me tiens plus droite, puisant ma force dans la clarté froide qui a remplacé ma peur. La HELOC est morte. La banque a signalé votre numéro de téléphone. Tante Marlène a une copie de ce classeur. Tout comme mon voisin Ethan, qui a une vidéo de vous me harcelant à ma porte. Si un seul autre avis à une étoile apparaît, si l'un de vous m'envoie un SMS, un email ou s'approche à moins de 30 mètres de ma maison, je dépose une plainte à la police pour usurpation d'identité et harcèlement. Le visage de Patricia se crispe. Espèce de petite ingrate.
Le mascara de ma mère coule en ruisseau noir sur ses joues. Les jointures de mon frère blanchissent alors qu'il agrippe le bord de la table. Mon père a juste l'air perdu. Un homme qui se réveille pour découvrir que le script qu'il lisait a été écrit par quelqu'un d'autre. Patricia se tourne vers Douglas, s'attendant à ce qu'il reprenne le contrôle comme il l'a toujours fait, qu'il me remette dans le droit chemin. Mais mon père fixe le classeur, les preuves de ce qu'ils ont fait. Nous avons terminé, dis-je. Je n'attends pas de réponse. Je me tourne et marche vers la porte, le dos droit, mais pas lent. Derrière moi, j'entends la voix de ma mère, aiguë et désespérée. Douglas, dis-lui qu'elle doit. Et lui, mon père, ne dit rien. La porte se ferme derrière moi avec un clic doux, bien plus délicat que le claquement que j'avais imaginé dans toutes mes répétitions. Dehors, l'air du soir sent l'herbe coupée et la pluie lointaine. Je l'inspire profondément, remplissant mes poumons, et pour la première fois en 8 ans, l'étau dans ma poitrine commence à se desserrer. Je laisse les classeurs, la preuve de leur trahison, sur la table et je m'éloigne des ruines fumantes de leur plan. Je ne regarde pas en arrière. 3 mois plus tard, je suis assise, immobile, à mon bureau. La seule chose qui bouge est le curseur clignotant à l'écran. Ma page Google Business, celle que j'ai mis 8 ans à construire, affiche maintenant un chiffre criard et écœurant, 1,5 étoiles. Une chute libre parfaite, de 4,9 étoiles et 80 avis positifs à ça. Je fais défiler, peu fiable, pas professionnel, mentalement instable, à annuler à la dernière minute. Chaque commentaire, qu'il soit anonyme ou sous un faux nom, fait écho au ton de ma mère et à la méchanceté de Bryce. Ils ont été soigneusement rédigés, non pas comme des plaintes d'amateurs, mais comme une campagne de dénigrement délibéré. Je me suis battu. Dieu, comme je me suis battu. J'ai envoyé à Google et à Yelp des copies du rapport de la banque, la vidéo de mon téléphone, et même des captures d'écran des SMS de Bryce. J'ai écrit des explications professionnelles. Ceci fait partie d'une campagne de diffamation personnelle. La seule réponse que j'ai obtenue fut un email automatisé et sans âme. Nous avons examiné votre plainte et conclu que ces avis ne violant pas notre politique communautaire. Mon téléphone sonne sur le bureau, le son me faisant sursauter. J'ai appris à détester ce son. Je jette un coup d'œil. Martin Lowell, Austin moderne. Mon cœur se serre. Ça y est, le coup de grâce. Martin est mon plus gros client. Je prends une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Ici Emery. Emery, salut. Martin Lowell. Sa voix est trop gentille. C'est toujours mauvais signe. Écoute, je vais être direct. Nous allons devoir suspendre le contrat de design pour le projet de South Congress. Je ferme les yeux. Je comprends, dis-je, les mots ayant un goût de cendre. Il soupire. Ce n'est pas moi, Emery. Ton travail est excellent, mais le conseil d'administration. Ils ont vu les avis. Ils voient des mots comme instable et ils pensent au procès. Nos investisseurs sont nerveux. Je comprends, je répète. Que puis-je dire d'autre? Que c'est ma mère qui a fait ça? Ça semble plus fou que les avis eux-mêmes. Je suis vraiment désolé, Emery. Merci de m'avoir appelé, Martin. Je raccroche. L'appartement est silencieux. C'est le 3e contrat annulé ce mois-ci. Celui qui payait mes factures. Mon esprit dérive à travers la ville. Je sais ce que je trouverais si je passais devant la vitrine que Bryce avait louée. Un grand panneau rouge, à louer, accroché à la fenêtre. La bannière d'inauguration dont il s'était vanté n'a jamais dépassé le stade de la planification. Son entreprise, celle qui dépendait entièrement de ce prêt frauduleux, s'était effondrée avant même de commencer. J'avais appelé la banque. J'avais annulé l'expertise. J'avais signalé l'usurpation d'identité. J'avais gagné. Mais c'est un réconfort mince et creux, considérant que ma carrière pourrait bientôt suivre la sienne. Je ferme mon ordinateur portable. Je marche vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon scintillante d'Austin. 8 ans. J'ai renoncé à New York pour cette vue. Je me suis battu contre ma propre famille pour la garder. Et maintenant je l'ai, mais je perds la carrière qui me permet de la payer. Parfois, gagner ressemble beaucoup à perdre. Une larme chaude de colère, pas de tristesse, mais de pure et brute injustice, glisse sur ma joue. Je l'essuie, pas doucement, mais avec rage. Non.
Je dis le mot à voix haute dans la pièce vide. Non. Elle ne gagne pas. Il ne gagne pas, je regarde mes mains, les mains qui ont esquissé des centaines de designs, les mains qui ont choisi chaque tissu, chaque morceau de pierre. Elles sont toujours là. Elles sont toujours capables. J'ai construit cette entreprise à partir de rien, avec seulement du talent, $20 000 et une détermination aveugle. J'ai perdu ma réputation, mais le talent est toujours là. Je peux la reconstruire, un client à la fois, s'il le faut. Je retourne à mon bureau et rouvre mon ordinateur portable. J'ignore la page Google Business. J'ouvre mon logiciel de design. J'ouvre le dossier du projet sur lequel je travaillais sans relâche depuis des semaines, ma candidature pour le programme des jeunes entrepreneurs de la ville. Les avis pouvaient me blesser, mais ils ne pouvaient pas arrêter mon travail. Au moins, cette fois, je suis sur un terrain qui est vraiment le mien. 5 mois depuis que j'ai fermement revendiqué cette maison comme la mienne, le soleil traverse des fenêtres fraîchement lavées, peignant des rectangles dorés sur le sol de mon salon. L'espace respire différemment maintenant. Des herbes en pot bordent le rebord de la fenêtre de la cuisine, basilic, menthe et romarin, libérant leur parfum lorsque mes doigts les effleurent. La sansevieria à côté de ma table à dessin a produit 3 nouvelles pousses depuis janvier. Des choses vertes qui poussent, de petites promesses tenues. Mon téléphone sonne. Un email du programme des jeunes entrepreneurs de la ville d'Austin, celui auquel j'ai postulé en février, quand mon entreprise n'était encore qu'une version squelettique d'elle-même. Félicitations, Mademoiselle Nash. Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été acceptée. Je le lis 2 fois, puis une 3e fois, juste pour m'assurer que les mots ne se réarrangent pas. Mes mains tremblent légèrement alors que je fais défiler pour trouver un autre paragraphe m'invitant à prendre la parole à leur conférence de printemps, une table ronde sur la petite entreprise à SXSW. Le chemin du retour n'a été ni rapide ni facile. Après la campagne de dénigrement de 3 mois, j'ai perdu près de la moitié de mes clients. Chaque matin, je me réveillais pour vérifier la page de mon entreprise, 1,5 étoiles me fixant comme une accusation. Mais j'ai refusé de me laisser abattre. Mon entreprise fait l'objet d'une campagne de diffamation personnelle, ai-je dit à chaque client potentiel qui me contactait, étalant la vérité comme des carreaux sur un sol. S'il vous plaît, jugez-moi sur mon travail. Certains sont partis. Ceux qui sont restés, ont vu mon portfolio et ont décidé qu'il parlait plus fort que le vitriol anonyme d'Internet. Je prends mon café et sors sur mon petit balcon. L'air d'avril porte l'odeur du barbecue de quelqu'un et de l'herbe fraîchement coupée. Un cardinal se pose sur la balustrade, me considère d'un regard de côté, puis s'envole vers les chênes qui bordent la propriété. L'ascenseur sonne dans le couloir. Je me retourne et aperçois Ethan récupérant son courrier près des boîtes aux lettres à l'entrée du hall. Il lève les yeux, me remarque et s'arrête. Contrairement à il y a 6 mois, il n'y a pas d'hésitation nerveuse, pas de pitié dans ses yeux. J'ai vu que tu parlais à la table ronde de SXSW, dit-il, pliant un magazine sous son bras. C'est la classe. Félicitations, Emery. Pas de tartelette au citron en offrande de paix. Pas de tentative maladroite de sauvetage. Juste une simple reconnaissance entre voisins. Merci, dis-je, sincèrement. Plus tard cette semaine-là, je me tiens au bord de la scène de la conférence, attendant mon introduction. Mon cœur martèle contre mes côtes, mais c'est la peur saine de l'anticipation, pas la panique sale de ces samedis matins où les coups à ma porte me plongeaient dans des spirales d'angoisse. La voix du modérateur retentit, veuillez accueillir la designer d'intérieur et entrepreneuse basée à Austin, Emery Nash. Je monte sur scène, mon blazer bordeaux une touche de couleur contre le fond de la scène. Le micro est solide dans ma main alors que je commence à parler. La femme à ce pupitre ressemble peu à la jeune fille silencieuse qui restait assise au dîner d'anniversaire, la fourchette en suspens, pendant que tout le monde riait à ses dépens. Quand j'ai fini, les applaudissements m'inondent, chaleureux et valorisants. Je descends de la plateforme, parcourant mes notes quand je les aperçois, 2 silhouettes familières près de la sortie. Mes parents semblent plus petits, en quelque sorte. Les épaules de papa sont tombantes sous sa veste de sport. Les cheveux de maman sont différents, moins sévères. Ils s'approchent avec hésitation, comme des gens qui ont oublié comment naviguer en terrain familier. Tu t'es bien débrouillée, gamine, dit Douglas doucement, le surnom de mon enfance tombant maladroitement entre nous. Les yeux de Patricia cherchent les miens, une vraie recherche, au lieu de simplement les survoler pour trouver ce qu'elle veut. Pouvons-nous recommencer à zéro?
Sa voix manque de son tranchant habituel. Quelque chose change en moi, pas le pardon exactement, mais peut-être le terreau où il pourrait éventuellement pousser. Peut-être, je leur dis, ma voix stable, quand recommencer à zéro ne signifiera pas seulement que vous perdez le contrôle sur moi. Je souris poliment, je me retourne et je m'éloigne pour rejoindre un groupe de mes pères qui me font signe de venir à leur table. Derrière moi, mes parents restent seuls. La liberté, ce n'est pas quand ils arrêtent de vous tirer vers le bas. C'est quand vous arrêtez de les laisser faire.